I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle interview du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité, encore une fois, je trouve vraiment super intéressant. Je l'ai joint, on se suit sur Twitter l'un et l'autre depuis un petit moment. Et puis au final, je l'ai joint parce que je voulais interviewer des combattantes de chez One Championship. Et il se trouve que Rina travaille chez One et que je suis intéressé au fait qu'il travaille chez One. Qu'est-ce que c'est travailler chez One? Qu'est-ce qu'il fait comme travail, etc. Donc au final, j'ai décidé de l'inviter dans le podcast Guillotine. Bonjour Rina, est-ce que tu peux te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu faisais chez One? Ta situation en ce moment est un petit peu entre deux chaises. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais chez One Championship? Ouais, bien sûr. Écoute, merci Arnaud déjà de me recevoir dans ton podcast. Comme je te le disais, moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les podcasts en fait. Étant francophone, j'adore les podcasts qui parlent de MMA en français. Et j'écoutais le tien et donc c'était assez cool quand tu m'as envoyé ce DM sur Twitter. Donc moi, écoutez, Rina, bientôt 35 ans, malgache, né en France, mais qui habite maintenant en Asie depuis 3 ans. Donc je suis ici à Singapour parce que j'ai rejoint One Championship à l'été 2019 pour prendre le rôle que j'ai actuellement, c'est Senior Public Relations and Social Media Manager. Donc un mix de relations publiques et de réseaux sociaux. Mais justement, comme tu l'as dit, j'ai quitté One il n'y a pas très longtemps de ça. Je suis ce qu'on appelle maintenant un free agent. Voilà, après 3 ans passés ici à Singapour, justement, je suis en train un peu, je suis aussi un grand fan de basket à côté de tout ce qui est MMA et arts martiaux. Et j'ai toujours voulu, à un moment de ma carrière, passer dans ce moment ce qu'on appelle free agency. J'ai toujours vu ça en NBA. Et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire parce que je travaille depuis que j'ai 20 ans à peu près. Ça fait plus de 15 ans que à chaque fois, je suis passé de position en position, d'organisation en organisation. Et vraiment, à chaque fois, du jour au lendemain, quand je finissais un job, j'allais dans l'autre. J'ai jamais vraiment eu le temps de, entre guillemets, tester un peu le marché. Et là, c'est assez cool. Ça fait vraiment quelques semaines que je parle à énormément de gens à qui je ne pouvais pas parler avant parce que, voilà, concurrence, etc. Explorer un peu mes options. Et voilà, c'est là où j'en suis actuellement. Après 3 ans à One, qui est vraiment super bien, à Singapour, je suis en train de voir un peu chercher où va être ma nouvelle destination et puis tester de nouvelles choses que je n'ai pas pu faire avant. Moi, ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est comment on travaille chez One, comment tu t'es retrouvé. Bon, tu n'es pas obligé de nous raconter tout ton parcours professionnel non plus, mais comment ça se fait que tu es arrivé à Singapour avant, après, ou alors tu as eu une touche avec One et puis on t'a donné une job et tu as dit fuck it, c'est parti, on part à Singapour avec. Je crois que tu as une famille en plus, tu as une compagne et un enfant. Comment ça s'est passé? Comment as-tu décroché ce job? Ok, donc moi, à la base, je suis malgache, mais je suis né en France, donc j'ai fait la plupart de mes études, ma vie professionnelle en France. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais un truc qui est important, c'est que juste avant, quelques années avant d'aller à One, j'ai eu un job qui était important en fait, pour le fait que je me suis retrouvé à One Championship, c'est que j'ai travaillé à Paris pendant 2 ans et j'ai notamment travaillé à une société qui s'appelle LF Prod, qui existe toujours. Sina et Thierry, si vous m'entendez, c'était les boss de cette société. Et il se trouve que c'était une société de production audiovisuelle et on avait un contrat avec une chaîne de télé qui venait de se créer. Donc, on parle des années 2010-2011, une chaîne qui s'appelle Trace Sports. Donc, Trace Sports, c'est la chaîne sport du groupe Trace, qui est un groupe musical afro-caribéen. Et eux étaient concentrés sur faire des documentaires sur les stars du sport. Et à ce moment-là, ils nous ont commandité des documentaires sur le MMA. Je ne te cache pas qu'en 2010-2011, j'avais aucune idée. Moi, j'étais à fond dans le basket à l'époque, parce que je ne savais pas du tout. Et j'ai vraiment commencé de la base de la base, c'est-à-dire que je lisais les magazines qui s'appelaient Fight Sports, je regardais les DVD. Je me souviens, mais les premiers combats que j'avais vus, je crois que c'était de Pride, Shogun, Wanderlei Silva, je ne connaissais rien du tout. Et il se trouve qu'en apprenant, j'ai vachement aimé. Et comme je devais faire des documentaires de sport, en fait, j'ai dû aller voir des combattants et passer du temps avec eux pour filmer ces documentaires de 26 minutes, 13 minutes. Donc, je suis allé en Floride. À l'époque, c'était les Black Zillion et l'American Top Team qui existe toujours. Mais il y avait Alistair Overeem, Rashad Evans, Kamaru Usman, Thiago Silva. C'était All-Star Game là-bas. Eddie Alvarez. Et puis après, à l'ATT, on avait suivi Thiago Alves, on avait suivi, je ne me souviens plus, tellement de combattants. En France aussi, j'avais suivi Cheikh Congo, Cyril Diabaté, Carla Moussou. Et puis on avait fait aussi des documentaires au Brésil avec José Aldo, les frères Nogueira.
Et donc, au fur et à mesure, je suis passé de je connais rien au MMA à je suis des combattants, leur routine, je vais chez eux, je regarde comment ils mangent, comment ils s'entraînent. C'était incroyable. J'ai dit, mais ce sport est incroyable. Mais il se trouve que mon premier amour, c'est vraiment le basket. Et en étant à Paris, j'ai eu une proposition de travailler pour la FIBA, la Fédération internationale de basket, en Suisse. Donc, j'ai sauté dessus parce que c'était un peu mon rêve depuis que j'étais jeune, en fait. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 6 ans dans les réseaux sociaux et j'ai eu énormément de résultats. Enfin, moi et l'équipe, je n'ai pas travaillé tout seul pendant 6 ans. Ça a super bien fonctionné. On est devenu la deuxième fédération sportive la plus suivie après la FIFA. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je travaille dans les réseaux sociaux et on n'est pas énormément à travailler dans ce secteur. Donc, ce qui se passe beaucoup, c'est que tu parles beaucoup à tes confrères. Donc, moi, je parlais beaucoup aux gens des autres fédérations, fédération de foot, fédération de hockey, fédération de volleyball. Je parlais beaucoup avec les gars de la NBA, des mecs qui bossaient à la NFL, des mecs qui bossent à l'UFC et des mecs qui bossaient à One. Parce que justement, eux, à l'époque, donc quand je travaille à la FIBA, c'est entre 2013 et 2019. Et il y a, autour de ces années-là, ils commencent à faire pas mal de bruit sur les réseaux sociaux à la base. Vraiment, moi, je suis à travers un angle purement professionnel et je vois, OK, ils ont des bons résultats, ils font pas mal de vues, pas mal d'engagement. Et en plus, j'aime bien le MMA, donc ça m'intéresse. Mais à l'époque, je ne connais pas vraiment les combattants qui sont au One. Je suis vraiment juste l'UFC. Mais je parle avec un peu des gens de leur équipe. Et il se trouve que, en parlant, au bout d'un moment, ils ont ouvert une position. Donc, ça a été une longue conversation parce que moi j'étais en poste. Et en plus, j'étais en train de préparer un des plus gros événements qui est la Coupe du Monde de basketball. Et donc, je travaillais depuis des années dessus. Et voilà, j'avais pas forcément prévu de partir en fait de mon poste parce que voilà, j'adorais le basket, mais je discutais avec eux, j'adorais ce qu'ils faisaient. Et à un moment, il y a une position qui s'est ouverte. Donc après, je sais pas combien de rounds d'interview j'ai eu, quoi. J'ai eu, je sais pas, peut-être 5 rounds d'interview, quelque chose comme ça. Et c'est un process qui a duré des mois et des mois. Mais ouais, ils m'ont fait une offre que j'ai acceptée et j'ai surtout accepté parce que j'adore le basketball. Je me suis dit que peut-être que je ferais toute ma carrière dedans, peut-être que j'allais travailler 30 ans dedans, mais j'adore aussi le MMA et je me suis dit quand est-ce que j'aurai l'occasion, on n'a qu'une seule vie, quand est-ce que j'aurai l'occasion d'aller tester mon deuxième amour, le sport, en plus à Singapour, qui est une ville où j'avais des amis qu'on avait visités il y a des années avant que je prenne le poste à Singapour et on avait adoré avec ma femme. Et voilà, quand j'ai eu le poste, je suis venu la voir, je dis écoute, j'ai une proposition là, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit bon, on y va, il y a le soleil et tout, let's go. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Singapour. Je voudrais savoir en quoi consiste ta position chez One. Est-ce que tu peux y aller un petit peu plus en profondeur sur les tâches que tu as effectuées, le projet au final et la vision globale aussi, parce que One a quand même une vision globale sur le long terme au niveau de la promotion d'événements. Toi, c'était quoi ta job? Ok, alors je vais essayer de faire court encore parce que ça peut être très très long. Je suis resté 3 ans et il faut savoir que One, c'est une organisation qui est globale, qui a énormément de moyens, mais ça reste quand même un mindset de start-up. C'est-à-dire que tu dois faire ton trou toi-même. Il n'y a pas énormément de process parce que la société a été créée en 2011. Quoi. Ils ont 11 ans d'existence, donc tout est tout nouveau. Donc entre ce que j'ai fait quand j'ai commencé à l'été 2009 et ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avant de partir, j'ai eu au moins 3-4 différentes positions. Quand je suis arrivé, c'était une position purement réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle du pure programming, management de comptes réseaux sociaux. On était 3 gars à l'époque pour manager les comptes de One qui sont Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tu vois, rien d'incroyable, c'est-à-dire publier le contenu, planifier, décider ce qu'on allait mettre, éditer les vidéos, vraiment classique, social media community management, gestion des paid ads. L'objectif de One, et c'est public, Chatri, le fondateur de la boîte, a fait des millions de conférences dessus, c'est vraiment reach, frequency, engagement. C'est le mantra qui est très important. C'est toucher un maximum de monde, mais ce monde que tu touches avec des trucs intéressants, parce qu'à la fin, tu peux toucher 1 million de personnes, tu payes, mais ça ne veut pas dire que 1 million de personnes aiment ce que tu fais, et aussi de manière fréquente. Son idée, c'est que tous les jours, les gens doivent entendre parler de One Championship, quel que soit le média, quel que soit le digital touchpoint, tous les jours. C'est vraiment la stratégie de la société, parce que beaucoup de gens disent One Championship, la plus grande organisation d'arts martiaux, ouais, mais le discours a toujours été One, c'est une société qui produit du contenu. Et il se trouve que de ce contenu, c'est du MMA, c'est du kickboxing, c'est du Muay Thai. Mais à la base, c'est vraiment ça. On produit du contenu, on produit des histoires, on crée des héros.
C'est vraiment une vision pure que juste on fait des combats. C'est pas ça. C'est créer des héros à travers une plateforme qui est One Championship, à travers les événements. Il se trouve qu'après, on a eu des bons résultats et notamment, je te dis au début, on a commencé, on était 3. Et évidemment, l'équipe s'est agrandie. Et une chose qui est arrivée, que tout le monde a vécu, qui s'appelle le Covid. Moi, j'ai commencé donc à One, c'était en août 2019. Et on va dire la période Covid à partir de mars 2020, donc quelques mois après que j'arrive. Mais il se trouve que pour les réseaux sociaux, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça a été positif, malheureusement, en termes de chiffres et d'engagement, parce que les gens ne sortaient pas, donc consommaient énormément de contenu. Donc les chiffres, en tout cas sur la partie réseaux sociaux, ont encore augmenté encore plus, quoi. Tous les mois, c'était des mois records pour nous. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à partir de gérer juste la partie globale des réseaux sociaux sur One Championship, commencer à aider un peu plus sur les canaux régionaux aussi, aider les gars, on a des équipes en Thaïlande, des comptes au Japon, des comptes en Indonésie, des comptes en Chine. Essayer de sortir un peu plus des comptes principaux, mais ensuite partir sur vraiment tout ce qui est la distribution de contenu, c'est-à-dire que, OK, on est en train de gagner la bataille sur nos plateformes, ça fonctionne super bien, on a énormément de gens qui suivent, des taux d'engagement qui sont énormes. Maintenant, comment on touche des gens qui ne suivent pas One Championship, mais qui pourraient être intéressés? Donc, pour ça, tu parles avec tous les autres médias, ESPN MMA, Bleacher Report, A-Makers, tous ces comptes qui parlent de MMA et qui pourraient avoir du contenu One Championship. Donc, l'idée, c'était ça, distribuer notre contenu un maximum pour qu'ils ne vivent pas que sur nos plateformes. Donc, je me suis beaucoup occupé de ça. Et dernièrement, ma grosse partie, c'est pour ça que mon intitulé de poste est Public Relations et Social Media, c'est que j'ai commencé à faire beaucoup d'influencers marketing. L'idée, c'était de contrôler vraiment tous les différents canaux. Il y a donc, OK, nos comptes à nous fonctionnent bien. Ensuite, tu as tous les médias, toute cette partie de médias auxquels on distribue du contenu qui parle de One Championship. L'autre partie, donc, ensuite, c'est les influenceurs, les gens qui ont énormément de personnes qui les suivent. Par exemple, Shane Fausen, qui fait... les gens doivent connaître, sa chaîne s'appelle Fight Tips. Et aussi les fans, parce qu'on a un département à One qui s'occupe de vraiment tout ce qui est athlète marketing, de développer la présence de nos athlètes. Mais on s'est rendu compte que sur les fans, il y avait des gens qui adoraient One Championship, mais qui peut-être n'avaient pas les skills pour créer des super Instagram Reels ou du contenu génial sur je ne sais quels réseaux sociaux. Et donc, on a commencé un partenariat avec la société qui s'appelle NAS Academy, qui est la société de Nousser, qui a créé le média NAS Daily, pour les gens qui connaissent, très connus, ils ont des millions de followers. Et en fait, l'idée était de prendre des gens qui adoraient One Championship et de les mettre à travers un programme, tout simplement, des cours gratuits pour leur apprendre à créer du contenu et à terme, créer des influenceurs. En gros, on crée des personnes, des fans, et on en faisait des ambassadeurs de marque à vie, quoi, parce que c'est des gens qui aiment déjà One Championship. On leur donne juste les moyens d'exprimer leur passion sur les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est une parfaite transition vers la prochaine question. Je ne peux pas ne pas mentionner toute l'histoire autour de Chatri et des chiffres qui sont mentionnés et de ce qu'ils pensent être la plus grande organisation avec le plus grand nombre de vues, etc. Mais maintenant, rien que dans la façon dont tu me réponds, je comprends que c'est très axé à réseaux sociaux, mais ça reste en avance un peu sur son temps aussi. Parce que quand on parle de chiffres, les gens, je parle au niveau des sports de combat, bien sûr, hein, les gens pensent, je pense automatiquement pay-per-view, right? Genre le modèle du UFC ou alors de la boxe aussi, par exemple, c'est très basé sur les pay-per-view et puis on te balance des chiffres. Conor McGregor, 1,5 million, Pacquiao Mayweather, 2 millions, etc., etc. Et ça, c'est des chiffres qui font rêver les gens parce que c'est du cash à la fin de la journée. Est-ce que Chatri vient nous voir et nous dit, bon, nous, on a potentiellement 2,5 milliards de viewers parce que je pense, et dis-moi si je suis correct, lui, il voit ça comme, il y a la possibilité d'avoir une audience de 2,5 milliards. Il n'a pas forcément dit, genre, nous, on a 2,5 milliards de viewers. Il dit, genre, nous, en gros, sky's the limit. C'est ça sa vision, j'ai l'impression, un peu à Chatri dans les sports de combat. Mais d'un autre côté, toi qui travailles un peu dans le PR et dans les chiffres, etc., comment tu gères et comment tu ressens le fait que Chatri, il s'enflamme un peu quand même au niveau des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a une grosse base de vérité, mais il y a une base aussi de peut-être de gonfler
la perception qu'on a de l'audience de One afin de rendre l'organisation un peu plus gros qu'elle l'est. Toi, de ton côté, comment tu ressens ces déclarations de Chatri? Bon, tu fais pas du PR, tu fais pas du damage management ou tu sais, à la fin de la journée, comme tu nous l'as bien expliqué. Mais comment est-ce que tu le ressens, toi, au final, genre, tu voyais les chiffres de ton côté, comme tu le dis, pendant la pandémie. Moi, en toute transparence, je te le dis, One, genre, j'ai commencé à vraiment être à fond dedans pendant la pandémie parce qu'ils proposaient énormément de contenu et du contenu de qualité. Moi, ce qui m'intéressait chez One, c'était les combats, point barre. À la fin, je suis un fan. Ce qui se passe dans la cage m'a fait kiffer. Donc, j'ai commencé à suivre One. Puis, tout le côté chatterie, etc., moi, je trouvais que c'était un peu comme du folklore, tu sais, à la fin de la journée. Il y a quelque chose, une petite touche de magie, une petite touche de folie chez One. Toi, comment tu le ressentais de ce côté-là, genre de voir tout ça sur les réseaux, de voir tous les gens sur les réseaux charrier, chatterie. Comment est-ce que tu le ressens en tant qu'employé? Ben, écoute, moi, je peux te parler de la partie que je connais, qui est les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai accès aux comptes, j'ai accès aux chiffres, et les chiffres, c'est pas du bullshit, quoi. C'est ça que je lisais, qui était assez marrant, c'est que je lisais sur Twitter beaucoup de gens qui dénonçaient, qui disaient, oui, mais on ne compte pas les vues qui sont payées, etc. Bah, j'avais presque envie des fois de leur montrer des screenshots et de leur dire, bah non, regardez, les vues sont pas payées, mais bon, je le sais pas parce que bon, on va pas montrer nos dashboards et nos choses en interne, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a eu, c'est pas moi qui a travaillé sur ça, c'est d'autres gens en interne, mais se rapprocher d'organisations reconnues comme Nielsen Sports pour faire des études. Et tu peux pas contredire un organisme indépendant qui vient avec des chiffres parce qu'il mesure des données de tout le monde, de la NBA, de la NFL, de la NHL. Et je pense que, en tout cas, dis-moi si on t'a ressenti ou pas, mais je pense que ces derniers temps, il y a beaucoup moins de feedback sur ça. Moi, j'ai vu beaucoup ça quand je suis arrivé chez One, ouais, je me souviens en 2019. Et je me disais, mais qu'est-ce que ces gens racontent? Parce que moi, je vois les chiffres et puis enfin, ce sont pas des mensonges. Et c'est très marrant. D'ailleurs, je regarde les débats. Moi, je suis beaucoup sur Twitter. Très souvent, ce qui arrive, je vois un mec qui dit oui, ce sont des faux chiffres, c'est n'importe quoi. Et tu as souvent un mec lambda, un autre qui contredit, qui dit ben non, regarde, il y a cette data qui est sortie, il y a cette étude qui est sortie. Tu vois, c'est là, quoi. Puis la conversation s'arrête assez vite. Donc, je pense que peut-être qu'au début, il y avait un peu d'hyperbole, mais en tout cas, la réalité a rattrapé les dires, en tout cas. C'est ce que je sais. Ouais. Donc, sur la partie réseaux sociaux, vraiment, je pense que c'est basé sur les chiffres. Après, Chatri, tout le monde sait, c'est un motivational speaker. Donc, évidemment, lui, son credo, c'est l'excellence. L'excellence, il va te montrer que le meilleur et il ne va pas dire oui, je pense qu'on va peut-être avoir 2 millions, mais bon, c'est pas sûr. Jamais dire ça. Ouais. Il va toujours viser le top. Donc, voilà, mon point de vue sur les faits purs, et en tout cas, moi, c'est ce que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est que à la fin, c'est très facile de vérifier. Je veux dire, c'est des chiffres publics. C'est pas comme. Il y a des choses qui peuvent être très subjectives et de ressenti en disant ce combattant est le meilleur. Je pense que si on les met dans la cage ensemble, ceux-là sont les meilleurs. Ça reste du subjectif, ça reste des pensées. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est des faits. Alors, les chiffres, je veux dire, quelqu'un qui veut checker nos chiffres, tu vas sur Social Blade, tu vas sur n'importe quel outil qui existe, qui est public, tu peux les voir. Donc, pour revenir à la question de base, moi, de mon côté, j'étais assez confortable quand il parlait de réseaux sociaux, et nous, avec les gens de l'équipe aussi, parce qu'on savait que c'était vrai. Je pense que ça aurait été inconfortable s'il arrivait et il disait One Championship est 10 fois plus gros que la NBA. Oula, là, ça pique, c'est pas vrai. Mais quand il dit qu'on a des meilleurs chiffres que l'UFC sur certains points, clair et net, enfin, je veux dire, c'est juste des rankings. Il suffit d'aller sur Fanpage Karma ou CrowdTangle ou tous les outils qui existent pour les trouver. Donc, de ce point de vue-là, oui. Après, je pense que la perception des gens est compliquée parce qu'en effet, quand tu regardes dans l'idée générale, l'UFC est peut-être beaucoup plus gros que One, etc. Donc, ça peut paraître aux gens bizarre quand il arrive, il dit que sur Facebook, on a, je sais pas, j'ai pas le chiffre, mais en tout cas, énormément plus de vues que l'UFC, ce qui est un fait. Mais pour les gens, c'est probablement faux et c'est probablement de la mauvaise propagande parce qu'on sait très bien que l'UFC est l'organisation numéro 1. Mais si tu vas sur purement ces chiffres-là, oui. Alors après, pour la perception des gens et quelle est la meilleure organisation, il y a tellement d'autres données qui rentrent en compte. C'est clair et net. Mais en tout cas, sur la bataille des réseaux sociaux, voilà, pour moi, c'est juste des faits, quoi, qui sont vérifiables. Ouais. Est-ce que les gens aussi, j'ai l'impression que les gens adorent faire ça sur les réseaux sociaux aussi, c'est prendre un exemple et en faire une généralité. Donc, c'est-à-dire, tu vas voir un clip qui va tourner sur Twitter qui va faire genre 4000 vues et genre en scrollant un peu plus bas ou un peu plus haut, ils auront vu Chatri à dire genre nous, on est les meilleurs dans les réseaux sociaux.
Et ils vont dire, non, mais regarde, ton clip sur Twitter fait rien. Ou alors, ce matin, j'ai regardé le pic sur une carte qui était bon, bah, un peu bancale parce qu'il n'y avait pas forcément de gros combattants. Bah, il y avait genre juste un pic à 20 000 viewers. C'est pas possible que tu sois supérieur aux autres. Mais au final, encore une fois, faut regarder des chiffres sur une longue période, par exemple, comme sur une année. Moi, de mon côté, encore une fois, je ne veux pas répondre à ta question à ta place, mais j'ai vu des chiffres qui sont vrais et qui a de la véracité là-dedans. Et puis, toi, de ton côté, je comprends que tu sois confortable par rapport à ça. Après, je vais apporter une nuance, c'est que des chiffres sont des chiffres. Ensuite, tu as des points de vue et tu as des nuances à prendre. Je pense qu'il y a une histoire de perception, parce que faut voir aussi Twitter, c'est quoi la première audience de Twitter, c'est les États-Unis. Ensuite, c'est le Japon et ensuite, c'est certains pays. Donc, pour eux, c'est normal que d'un point de vue de quelqu'un qui est peut-être en Amérique du Nord, comme toi, tu es au Canada, il n'y a que l'UFC. Pour eux, One, c'est loin. Mais il faut voir que le monde est grand. Et One, quand tu vas dans des pays comme les Philippines, en Indonésie, en Chine, parce qu'il y a un point de vue très. Les journalistes, etc., c'est quand même une dominante nord-américaine, mais le monde est super grand, quoi. Et je veux Ouais. dire, en Chine, il y a aussi des chiffres incroyables sur des plateformes où les gens ne regardent pas forcément, mais Douyin, Weibo, quand Tang Kai a été gagné la ceinture featherweight, mais les chiffres étaient énormes. Le mec, il est arrivé, il y avait une émeute quoi, quand il est rentré dans sa ville. Donc Ouais. voilà, c'est juste, il faut prendre un point de vue. C'est que tu as les chiffres qui sont énormes, après, il faut voir aussi d'où ils viennent. En effet, à Myanmar, tu as un combattant comme Aung Laing Sang, le mec a une statue, quoi. C'est comme Rocky. Il a une statue parce qu'à une époque, il était double champion. Le mec a une statue énorme, quoi. C'est sûr que tu parles à un gars de Philadelphie, non, c'est un mauvais exemple, parce qu'en anglais, en plus, il s'entraîne aux États-Unis, mais je veux dire, quelqu'un peut-être à Montréal, je ne pense pas qu'il connaisse Aung Laing Sang. Pourtant, le mec est à demi-dieu dans son pays. Donc voilà, histoire de point de vue, le monde est très vaste et suivant d'où tu regardes, tu peux avoir une perception différente. Et c'est très centré sur les States, le MMA. Et heureusement, il y a des pays qui émergent comme la France au final. Tu sais, il y a pas si longtemps que ça. Mais en Asie, tu sais, enfin, je sais pas, le K1, le Pride et tout ça, ça vient du Japon. C'est comme tu dis, il faut avoir une vision globale. Et puis le marché en Chine doit être huge. Tu sais, le UFC veut aller en Chine. Le UFC a ouvert un Performance Institute en Chine. Le UFC, genre, a poussé pour des champions chinois. Bon, bah, il y en a une maintenant, tu sais, et genre, tant mieux. J'étais super content d'ailleurs, comme tu le dis, qu'il y ait eu un combattant qui vienne de Chine à One qui aussi a remporté une ceinture. Tu sais. Je me dis, c'est cool pour le marché, c'est cool pour One parce que je pense que ça va ouvrir des portes. Moi, en tant que, je me définis comme étant africain parce que je suis malgache, mais j'ai grandi en France, donc et je travaille en Suisse, donc j'ai vécu pas mal en Europe, et là maintenant je suis en Asie. De voir les différentes perceptions, c'est clairement intéressant le point de vue parce que tu vois que la domination médiatique est quand même une domination nord-américaine sur la couverture, en tout cas sur le sport du MMA. Mais c'est tellement plus vaste et ouais, enfin vraiment, je pense qu'il y a un aspect culturel, des gens qui se disent mais non, mais c'est pas possible qu'une organisation qui est gérée par des Asiatiques soit plus grosse que notre UFC à nous, tu vois. Il y a un truc un peu culturel. Encore une fois, c'est une émission qui il y a tellement de couches et de layers. Voilà, c'est un peu réducteur d'en parler en 5 minutes, mais voilà, il y a beaucoup plus que juste l'aspect sportif et les chiffres, etc. Il y a aussi une perception culturelle de non, de toute façon, regarde, quand le monde est attaqué, les seules personnes qui sauvent le monde, elles sont soit à New York, soit en Floride. Quoi. On n'a jamais vu un gars sauver le monde du Ghana ou de Sydney peut-être, mais ou du Pérou. Quoi. Les sauveurs du monde ne sont jamais là. Et les aliens n'attaquent jamais le Pérou. Tu vois. Donc, je veux dire, il y a des gens qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Donc voilà, tout ce qui ne vient pas de là, pour eux, c'est seconde zone. On va parler un petit peu modèle économique, mais aussi, tu sais, comme tu en as parlé, tu n'étais pas forcément là avant, et je sais que tu n'es pas responsable financier chez One Championship, je le comprends bien. Il n'y a pas longtemps, il y a les résultats financiers qui sont sortis de chez One, et Bloody Elbow, qui est un site américain, mais quand même assez connu, a fait un article sur justement les résultats financiers. Quand je parle de résultats financiers, c'est documents officiels. Hein. C'est des résultats qui ont été notamment signés de la propre main de Chatri, CEO du One Championship. Avec des pertes qui sont quand même pour 2021, qui sont quand même assez grosses. Et quand Chatri est passé chez Ariel, je ne sais pas si tu as vu l'interview au MMA Hour, il était un petit peu défensif sur le fait qu'Ariel lui dise genre, non, mais c'est des documents officiels et genre, vous êtes quand même au final, au total, quasiment 400 millions de pertes et un peu plus de 100 millions sur l'exercice 2021.
Chattery, sa réponse, ça a été genre, non, mais faut pas vous référer à Bloody Elbow, c'est des sites qui sont pas sérieux. Allez chercher Forbes, etc. Et puis Chattery nous fait un peu du Chattery. On a des investisseurs, etc., etc. Toi justement, comment tu l'as ressenti à ce niveau-là, le fait que genre, ben, ce soit exposé à ce niveau-là et que Chattery soit encore une fois un petit peu sur la défensive, alors que ben, on parlait de vrais chiffres. Et là, on est dans les vrais chiffres aussi, tu sais. Donc, Ouais. toi, justement, comment tu le ressentais par rapport à ça? Est-ce que ça t'a saoulé? Est-ce que ça t'a fait peur? Enfin, qu'est-ce que tu en pensais en tant qu'employé? Oui, écoute, bah, on a eu ce qu'on appelle un staff meeting où ils ont adressé la question et écoute, nous, ils nous ont rassurés. Ce que je peux te dire, c'est ce que moi je vois. Je vois pas une entreprise qui est en galère de quoi que ce soit, quoi. Il y a des gens qui sont recrutés toutes les semaines, ça continue de recruter. Euh, voilà, tu vois quand une compagnie. Bah, regarde, très simple. Moi, pendant que j'étais là, pendant la pandémie, très clair et net, à un moment, il s'est passé qu'il y a des gens du staff qui ont été virés parce que la pandémie, bah, évidemment, on n'a plus d'événements. Malheureusement, tout le département ticketing, ben, il a été out, quoi. Ouais. Et là, tu sens qu'en effet, il y a un petit peu une crise, c'est un petit peu compliqué, c'est clair et net. Et pour Hmm. moi, c'est un très bon indicateur de santé de société quand tu as des gens qui partent, des gens qui rentrent, etc. Et quand tu vois qu'une société continue à engager des gens, bah, c'est qu'ils pensent qu'ils vont continuer à grossir. Donc, encore une fois, ils nous ont expliqué la stratégie, ce que je vais me garder d'expliquer ici, parce que je pense que ce n'est pas ma position et ni je n'ai pas envie de dire des choses qui voilà, sont erronées. Mais en tout cas, tu vois que la société, elle va pas cracher là. Alors, il y a des chiffres qui sont clairs et nets, et encore une fois, bah, moi je les ai vus aussi. Et puis encore une fois, je me garderais bien de faire des commentaires dessus parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Ce que je peux te parler de ma position d'une personne du staff qui n'est pas dans les hauts bureaux de senior management, dans les C-suite level, etc., c'est qu'en tout cas, voilà, les gens continuent à être payés, les gens continuent à être engagés. Il y a des budgets pour faire des choses, il y a des projets à long terme de plusieurs années. Donc, il y a pas un plan de un mec qui va faire son argent et partir avec des millions comme tu as dans la crypto en ce moment, ou ce genre de choses, quoi. Voilà, encore une fois, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si ça apporte beaucoup au débat et ça ne répond pas du tout à la question des finances, etc. Parce que je n'ai pas la réponse, malheureusement. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est genre, c'est ton ressenti en tant qu'employé. Maintenant, j'ai une question par rapport, ben, pas vraiment à ton travail, mais par rapport plus à je sais pas si on peut appeler ça un hobby, mais plus à ta passion, qui est les sports de combat. Je vois que tu es vraiment actif sur la scène en jiu-jitsu. Tu fais beaucoup de compétitions d'ailleurs. J'ai vu que genre, quand même, tu as enchaîné les combats. Pourquoi tu t'es mis au jiu-jitsu? Est-ce que c'est parce que tu es passionné? Est-ce que c'est parce que tu es tanné de le regarder à la télé et de dire, bon, bah, c'est parti, je le fais en vrai? Est-ce que c'est parce que tu veux être plus proche des combattants, dans le sens que tu travailles pour une compagnie qui organise des événements de sport de combat? Est-ce que tu te dis, genre, pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais commencer à pratiquer? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te jeter là-dedans au final? Depuis combien de temps t'en fais, etc. Ouais, tout à la fois et même plus. En fait, ça a commencé un peu, comme je t'ai dit, quand j'ai découvert le MMA, quand je faisais ces reportages de sport. Moi, j'ai toujours été dans le basket. Et quand j'ai vu les mecs se préparer, enfin, je me souviens, je voyais les séances de musculation d'Alistair Overeem, je voyais les sparring, genre de Victor Belfort, tu vois, quand il préparait son combat contre John Jones, je me disais, c'est super cool ce que ces mecs ils font. Ça a l'air super dangereux. Je ne sais pas si je peux le faire, mais j'adorais, tu vois. J'ai toujours pensé ça et j'ai vu la préparation super pro de ces athlètes. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Puis je trouvais ça très intéressant bah, de faire un sport, mais qui soit aussi un art martial. Mais bon, tu vois, entre aimer et faire, il y a un grand pas. Donc, j'ai toujours aimé ça, mais après, je me suis dit, bon, je ne me vois pas entrer dans une cage et me battre demain, ça m'a l'air compliqué. Et comme j'ai commencé à faire mes recherches, tu sais, je fais des documentaires, donc j'ai dû beaucoup me documenter, j'ai commencé à connaître les différents aspects des arts martiaux mixtes. Donc voilà, striking, le combat au sol, la lutte, etc. Et donc quand j'ai dû faire mes recherches sur le jiu-jitsu, je me souviens, j'ai fait un documentaire sur Kyra Gracie, donc une des descendantes de la grande famille Gracie qui a créé du jiu-jitsu. Et j'ai découvert, ben, quand j'ai fait le docu, donc j'ai dû faire un petit contexte sur comment ça a été créé. J'ai adoré en fait l'idée que ça a été créé par Helio Gracie, qui était pas le plus doué athlétiquement, qui a complètement adapté le jiu-jitsu japonais pour le faire d'une position considérée défavorable au sol, dans la garde, sur le dos, etc. Et toute la philosophie de réussir à battre des gens qui sont
a priori plus grand, plus fort, meilleur grâce aux arts martiaux, grâce à la technique et pas grâce à des capacités athlétiques. Je me dis, ça c'est très intéressant ça parce que je serais clairement pas le plus grand, pas le plus fort, etc. Et j'ai fait une première tentative, je me souviens quand j'étais en France, j'ai un ami qui à l'époque, Vincent Nguyen, si tu nous écoutes, à l'époque, le réseau encore une fois, c'est un mec qui bossait chez Venom à l'époque et il m'avait permis d'entrer en contact avec beaucoup de combattants pour faire mes reportages. Et il se trouve que ce mec à l'époque était ceinture marron de Jiu-Jitsu avec les frères Mendes, il s'est entraîné avec eux. Maintenant, il est ceinture noire, il a son gym, etc. Mais voilà, à l'époque, je connaissais ce gars et je dis, écoute, moi j'adore le Jiu-Jitsu, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux me faire une private un peu? Il m'a dit, ouais, écoute, il y a un séminaire là, viens. J'ai jamais fait du jiu-jitsu. Le mec m'amène à un séminaire. Je me souviens, je fais mes premiers hip escape, j'ai des crampes et tout. C'est ridicule. J'arrive à ce séminaire où les gens font du jiu-jitsu. Donc, on fait des. Je pense qu'à l'époque, c'était une garde de la Riva. Donc, tu comprenais que moi, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Ah oui. J'ai le mec qui la jambe comme ça, je ne comprends rien. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je ne retourne plus là-bas. J'avais tellement honte. Donc, j'ai plus fait. Et quand je suis arrivé à Singapour, évidemment, j'avais plein de collègues qui faisaient du jiu-jitsu. Et une fois, ils m'ont amené. Donc, j'étais à Evolve, ici, qui est le gros gym à Singapour. Et j'ai fait une séance. Et pareil, bon, je ne comprenais pas grand-chose, mais c'était assez cool. Déjà, j'avais sauté ce premier pas parce que, au final, les arts martiaux, tout le monde peut en faire, mais c'est comme cet exemple que mon prof prenait toujours quand je faisais de la sociologie, c'est comme les musées, c'est gratuit, tout le monde peut y aller, mais pas tout le monde y va parce que tu as une certaine barrière culturelle. Et c'est pareil avec les arts martiaux, tu peux aller dans le gym, tout le monde peut aller, mais tu as peur d'y aller parce que tu dis, ben non, mais les mecs, ils savent faire. Moi, je ne sais même pas faire, je sais même pas nouer ma ceinture. Tu vois, je vais être ridicule, j'ai pas de kimono. Enfin, tu trouves toutes les excuses du monde. Et je trouvais toutes les excuses du monde. Mais j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui me manquait parce que je parlais des combattants de MMA, mais je n'avais jamais combattu. Et je trouvais ça ridicule, en fait. Je me suis dit, je passe à côté de choses que je ne comprends pas. Et pour mieux comprendre même ce dont je parle sur les réseaux ou quoi, il faut que j'en fasse. Comme d'habitude, oui, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot. Oui, mais là, j'ai pas le temps, j'irai demain. Tu trouves toutes les excuses du monde. Et après, justement, il y a eu la pandémie du Covid. Et à ce moment-là, du coup, tu ne pouvais plus aller dans les gyms. Donc, je m'entraînais à la maison tout seul, etc. Mais enfin, je m'entraînais, je veux dire, je faisais des pompes, voilà, du fitness et du cardio. Et à un moment, ce qui s'est passé à Singapour, c'est qu'en août 2020, ils ont dit, OK, on réouvre les gyms, mais vous devez aller avec des masques et tout. Et puis, je me suis dit, maintenant, plus d'excuses, quoi. Peut-être que maintenant, avec cette pandémie, ça se trouve, les gyms vont être fermés pendant des années encore. C'est maintenant ou jamais. Ça se trouve, je ne vais plus jamais avoir l'occasion. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à y aller. Et voilà, entre autres, c'était vraiment ça, pouvoir comprendre un peu plus ce que faisaient les combattants. Moi, j'ai toujours voulu faire des arts martiaux. J'avais très peur de tout ce qui était striking. Et pour moi, ça me semblait beaucoup plus safe, le jiu-jitsu, où justement, tu n'avais pas d'impact. C'était au sol, c'était plus joint lock, c'était tout ce qui était étranglement. Je trouvais ça plus safe. Donc, j'ai commencé comme ça, puis j'ai adoré ce qui était au début. Bon, je vais voir comment c'est. C'est devenu, je m'entraîne tous les jours. J'ai essayé de faire un peu de striking. J'ai fait 3 mois de Muay Thai. Et après, le truc, c'est que je ne suis pas un combattant professionnel aussi. J'ai ce petit quota d'heures que je peux utiliser pour faire des arts martiaux. Et j'ai dit, OK, je n'ai pas envie d'être moyen dans tout. Je vais essayer d'être à peu près OK dans un seul. Et donc, je suis resté sur le jiu-jitsu, quoi. J'avais même pas préparé cette question, mais au final, maintenant que tu me parles de ça, moi, je bave un peu, clairement, beaucoup sur Evolve. Ce gym m'a l'air complètement fou. Justement, tu sais, quand j'ai commencé à vraiment diguer One, j'ai commencé à aller chercher plus et je suis tombé dans le rabbit hole qui est la scène des arts martiaux autour de One. Et j'ai l'impression qu'Evolve est un peu, pas jumelé, mais quelque part un peu connecté. Puis je voyais genre tous ces tailles arriver, quoi, toutes ces légendes Nango, etc. Genre partir en mode prof. Je les ai vus ramener des Brésiliens pour le Jiu-Jitsu, etc. Et moi j'étais là, genre, c'est cool, hein, tu sais, j'habite à Montréal en même temps, il y a TriStar, il y a plein de gyms de fous, etc. Tu sais, c'est vraiment bien. Mais je pouvais pas m'empêcher de baver sur ce gym. Et je suis obligé de te poser la question, c'est comment s'entraîner chez Evolve? Est-ce que c'est fou? Est-ce que c'est génial? Est-ce que ça paraît énorme aussi? Est-ce que c'est grand? Est-ce qu'il y a toutes ces stars? Ouais. Comment ça marche pour toi en tant que pratiquant là-bas? Alors, il faut savoir que moi, je m'entraîne dans plusieurs gyms à Singapour, Evolve, Ok. mais je m'entraîne aussi à d'autres gyms. Mais j'ai commencé le Jiu-Jitsu à Evolve. En fait, c'est très intéressant. Leur positionnement, c'est que vraiment, ils ont toutes les stars et de nombreux champions dans toutes les catégories. Et c'est vrai.
Et c'est pour ça que c'est le gym numéro 1 à Singapour, parce que les gens sont attirés par ça. Surtout il y a beaucoup de gens qui veulent faire des arts martiaux, mais qui ne sont pas forcément tellement férus, qui suivent toutes les compétitions comme toi et moi. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est cool le Muay Thai, ou j'ai envie de faire un peu de self-defense. Où est-ce que je vais aller? Ils vont sur Google et tu as un gym où tu as je ne sais pas combien de champions du monde, les facilities sont super, tu as du parfum dans les vestiaires, des cotons-tiges, c'est des trucs Wow. super clean, quoi. Non, mais c'est vraiment des conditions d'entraînement, parce qu'après, moi, je suis allé dans des gyms où il n'y a pas d'air conditionné ici à Singapour. C'est connu pour être le top ici. Et s'entraîner à Evolve, c'est cool parce que le gros truc sympa, c'est que tu peux être au milieu de ta séance de Jiu-Jitsu, puis d'un seul coup, au pif, tu as Buchecha qui est en train de passer, qui fait son sparring, tu as Nongo qui est là, Dimitrius Johnson qui est en train de faire son pad workout, tu vois. C'est vraiment cet aspect, les mecs s'entraînent aussi là-bas. Et puis, tu peux avoir des cours par des gars qui vont combattre chez One. Tu vois, tu as des profs de Jiu-Jitsu, Valdir, pardon, Thales, Rodrigo, tu vois, ces gars qui donnent des cours et puis qui après ont aussi des combats. Donc ça, c'est un aspect super cool. Après, voilà, moi, je m'entraîne dans d'autres gyms parce que j'ai commencé, parmi toutes les questions, à faire de la compétition. Et voilà, une des choses à Evolve, ce que je trouvais, c'est qu'ils ont tellement de monde que tu vois, tu dois en faire pour tous les niveaux. Et il n'y a pas tout le monde qui veut faire de la compétition. Donc moi, le seul problème que j'avais, c'est qu'il y avait tellement de monde et qu'il y avait tellement de coachs que j'avais ce besoin je voulais chercher une team un peu plus réduite avec des black belts, des coachs qui étaient un peu plus avec un suivi personnalisé. Mhm. Et voilà, ce que je dis, c'est qu'à Evolve, c'est parfait si tu veux faire du. Il y a des gens qui sont très forts, hein. Il y a des athlètes nationaux qui sont à Evolve, etc. Mais c'est un énorme réseau. Ils ont 4-5 gyms, il y a plus de 1000 personnes qui suivent. Et moi, je voulais un truc un peu plus petit, en fait, tout simplement. Voilà, où moi, je voulais faire de la compétition, donc je voulais m'entraîner avec des gars qui faisaient que de la compétition. Où là-bas, des fois, tu as des gens qui, voilà, le mec a 50 ans, il est ceinture marron, il n'a aucune envie de compétition, il veut juste faire son jiu-jitsu, etc. Ouais. Bien, mais moi, je suis allé dans un gym que des jeunes qui font que des hard rolls, ce que j'aime bien. Ouais. Mais c'est une autre vision, quoi. Donc, voilà, je trouve que l'aspect cool d'Evolve, c'est l'aspect vraiment star que tu peux croiser à n'importe quel moment avec les événements de One, mais pas que les combattants de One d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de combattants UFC. Il y avait Valentina Shevchenko quand elle était venue pour l'événement UFC à Singapour, qui était allée là-bas. Evolve, c'est quelque chose qui ne marcherait pas dans tous les pays, parce qu'aussi à Singapour, les gens ont beaucoup d'argent. Il faut dire ce qui est. Donc ça coûte cher de s'entraîner là-bas. Mais tu en as pour ton prix. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne marcherait pas. Par exemple, moi, d'où je vis en France, je pense que les gens ne paieraient jamais autant d'argent pour aller s'entraîner aux arts martiaux. Ouais. Mais là, voilà, c'est aussi un endroit où tu fais pas mal de réseautage, parce que les gens ici, tu vas croiser des gens qui bossent dans la finance, dans la banque, tu vois, et tu fais énormément de réseaux sur les matchs quand tu t'entraînes et tout. Et Evolve, c'est cool pour ça, quoi. C'est drôle que tu parles de ça parce que je suis désolé, l'interview tire en longueur, mais c'est passionnant ce que tu racontes et tu rebondis sur un autre sujet à chaque fois. Et là, en ce moment, tu vois, je sais pas si tu as suivi, mais sur Twitter, il y a un gros débat sur le prix des salles en France. Et je vois beaucoup de kids qui se plaignent que des salles coûtent genre 700, 800 euros à l'année. Et je comprends pas, moi, parce que tu sais, c'est genre, je regarde chez TriStar. Par exemple, récemment, les prix ont encore sûrement augmenté après la pandémie parce que nous, au Québec, là, on a pris très, très cher sur la pandémie. Chez TriStar, pour une discipline, à l'année, ça coûte plus de 1000 dollars canadiens. Donc, quelque chose comme 700, 800 euros européens. Et si tu veux faire 2 disciplines, ça t'en prend genre 1500 à peu près. Donc, pour moi, tout ça, c'est normal. Moi, je suis dans un petit gym de quartier, ça me coûte genre 530 dollars canadiens pour 6 mois. Ce que je trouve genre 100 pièces vraiment par mois. Je trouve ça vraiment pas cher. Combien ça coûte du coup, vu que tu dis, c'était pas correct à répondre, me le dis pas, Non, mais ça coûte les prix combien? sont publics, hein. Toi, ça te coûtait combien par exemple par mois ou alors par 3 mois ou par 6 mois de t'entraîner chez Evolve? Alors, ok, moi, Evolve 0, parce que Staff One Championship, on avait l'abonnement offert. Mais l'abonnement coûte, mais pas qu'à Evolve, dans les top gyms ici à Singapour, tu en as pour à peu près 300 dollars par mois. Ouais, en US, ça va un peu moins, ça va peut-être 250 à peu de la conversion, mais c'est-à-dire qu'à l'année, tu en as pour plus de 3000 dollars, ce qui est cher. Ouais. Et ici, ça coûte cher, mais parce que les gens aussi ont les moyens. Ouais. Les gens payent aussi ici énormément de private. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait beaucoup ailleurs, parce que je pense que ça se fait un peu partout, mais ici, les gens n'ont pas peur de payer pour des cours privés avec des coachs. Ça fait pas peur aux gens de payer 200, 300 pour faire du Muay Thai, pour faire du Jiu-Jitsu par mois. Mais je comprends le débat en France parce que moi, j'étais en France. Alors, j'habite plus en France depuis plus de 10 ans.
Alors qu'à l'époque, je payais des licences de basket, mais je me souviens quand c'était plus de 30 euros, je trouvais ça scandaleux. Je comprends tout à fait que 700 euros par an, c'est énorme en France. J'arrive à comprendre ça. Je pense qu'il faut voir le contexte. Non, je comprends, mais c'est comme tu dis, tu sais, c'est genre, ça prend des compétences pour avoir des gens de qualité autour de toi, pour avoir une infrastructure. C'est quand même, surtout par exemple comme chez Evolve, où je vois des kilomètres de maths et des rangées de sacs infinis et puis plein de coachs. Il y a des gyms où tu as pour 100, mais aussi après, tu as la qualité du coaching. Et c'est ça pour ça que je trouve que Singapour est tellement intéressant, parce que comme c'est un endroit où il y a énormément d'argent, les gyms, les gens ont l'argent pour payer les meilleurs coachs, pour faire venir des gars du Brésil, des gars de Thaïlande, et les faire venir ici, et les mecs, ils gagnent 4-5 fois leur salaire. Donc c'est aussi ça, les gens, ils payent un service où tu as les meilleurs. Tu vois, par exemple, si on va en jiu-jitsu, en nogi, alors pour des raisons aussi autres que le pur jiu-jitsu, mais tu as Robert Degley de la B-Team qui s'entraîne ici. Il fait des sessions nogi tous les après-midi. C'est un luxe. C'est incroyable que dans un si petit pays, tu as une concentration de tellement de talents. Je te dis, tu as des combattants pro MMA de partout ici, des Brésiliens champions du monde de Jiu-Jitsu de partout. Je crois qu'ils ont annoncé le dernier vainqueur de l'ADCC Absolute, Yuri Samuels. Il va enseigner ici dans un gym à Singapour, mais c'est incroyable. Je trouve que au kilomètre carré, le niveau de talent que tu as, c'est complètement incroyable. Merci d'avoir répondu et d'avoir partagé ta passion du Jiu-Jitsu. Moi, ça m'intéressait aussi et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter. Tu as fait un interview d'un gars sur le Jiu-Jitsu juste avant que j'ai écouté, c'était super intéressant, qui était lui Ouais. un professionnel dedans. Et ouais, moi j'adore ça aussi, c'est super intéressant. Je trouve que quand on aime, toi tu adores le MMA, tu fais un podcast, et je pense que c'est important de pratiquer parce qu'il y a des choses que tu comprends que quand tu les pratiques. Et Ouais. évidemment, on ne pratique pas ça au niveau des mecs qui rentrent dans la cage, qui sont payés des millions. Mais même à ce niveau-là, tu comprends énormément de choses. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu faire aussi de la compétition et pas juste pratiquer. Bon, la compétition, j'ai aussi voulu faire parce qu'à Singapour, à cause du Covid, pendant un moment, il n'y avait aucune compétition. Donc, dès que ça a réouvert, je me suis dit, je m'inscris à toutes les compétitions du calendrier parce que peut-être qu'ils vont encore bloquer ça pendant 3 ans. Mais ouais, je pense que c'est ça. Pour avoir une vision totale, et c'est pareil quand j'étais dans le basket ou là, pour une vision totale, je pense qu'il faut tout faire. Enfin, il faut tout faire. Personne n'est obligé, mais tu loupes des choses quand tu ne pratiques pas. Et les arts martiaux, je trouve que c'est quelque chose que tu peux faire de manière totale, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Pour comprendre un minimum, c'est quoi combattre, tu sais, il faut, je pense, dans tous les sports de combat, il faut qu'il y ait de la douleur et de la peur. Et Ouais. toutes ces émotions viscérales sont un peu nécessaires pour comprendre un minimum. Encore une fois, plus à notre niveau, ce qui se passe dans la cage, tu sais, j'ai déjà eu envie de vomir après un entraînement. J'ai pris des coups en Muay Thai genre, tu sais, qui m'ont vraiment fait mal et qui m'ont mis mal. Puis en Jiu-Jitsu, je sais c'est quoi vouloir survivre. Je me suis fait endormir aussi. Tu sais, je sais, voilà, c'est important de savoir un minimum ce qui se passe là-dedans. Vu que tu es free agent on the market, je te souhaite le meilleur. Est-ce que par curiosité, tu comptes rester sur Singapour? Ouais, non, alors, les choses sont ouvertes. Alors après, je vais avoir une certaine limite sur Singapour, c'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle un employment pass, j'ai un visa de travail ici qui me permet de rester quand je suis avec une entreprise. Donc c'est sûr que je ne vais pas pouvoir rester des années si je n'ai pas un travail ici. Mais mon idée principale est de rester ici, parce que comme tu l'as dit, je suis avec ma femme, mon fils, ils aiment bien, on est assez heureux ici, hein. Mais après, on est ouvert aussi à repartir parce qu'il y a aussi un truc, moi, ma famille, elle est entre l'Europe et l'Afrique, quoi. Une partie sur Madagascar, une partie sur la France. Si on veut voir n'importe quel membre de notre famille, c'est 15 heures d'avion minimum d'ici. Donc, aussi, cet aspect-là, ce serait cool d'être peut-être un peu plus près. Mais voilà, après, Singapour, c'est vraiment cool. Donc, vraiment ouvert un peu à tout. Et ouais, je fais quelque chose que j'ai jamais vraiment eu le temps de faire dans ma carrière, qui est de parler à énormément de gens sans aucun problème. Parce que, comme tu l'as dit, notre industrie, elle est assez petite. Donc, quand tu es en position quelque part, c'est assez compliqué d'aller démarcher d'autres gens. C'est toujours un peu bizarre. Tout le monde se connaît. Donc, tu vois, tu peux pas forcément le faire. Et là, je sens que je peux sans aucun problème parce que je suis plus forcément affilié à qui que ce soit. Donc ouais, c'est intéressant. J'avais jamais fait ça avant et voilà, là je suis en plein dedans. Bah écoutez, hein, s'il y a un employeur qui regarde, qui regarde cette vidéo, je pense que Rina a prouvé qu'il était vraiment talentueux et qu'il connaissait a vraiment son affaire. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Rina est sur Twitter et sur Instagram. Je vais mettre je vais mettre les liens en description. Et quand même une belle petite audience sur Instagram aussi. Et puis, ben, si vous aimez le Jiu-Jitsu, évidemment, je vous le conseille de le suivre sur Instagram parce que c'est cool de voir comme je disais ça à Malik, la personne que j'ai interviewée avant toi en Jiu-Jitsu.
Moi, ça m'intéresse de voir comment les gens pratiquent et où est-ce qu'ils pratiquent, s'ils pratiquent ailleurs, comment ça se passe, etc. Et puis toi, évidemment, vu que tu es sur Singapour, ça peut être super intéressant à suivre. Merci beaucoup, Rina. Je te souhaite une bonne soirée. En ce moment même, il est 9h15 à Montréal et 10h15, j'imagine, le soir à Singapour. Ouais. Merci à toi et puis encore une fois, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Guillotine Podcast. J'espère qu'on aura l'occasion de s'entraîner ensemble un de ces quatre. Hein. Le monde est petit, donc si tu Mais passes dans le grave, coin, ouais, non, mais fait cool. c'est fou. J'aimerais ça aussi rencontrer les gens qui sont loin à l'occasion, tu sais, mais clairement, c'est clair et net que si un jour nos chemins se croisent, ce sera avec plaisir qu'on fasse quoi que ce soit sur un tatami ou autour d'un café. Carrément, avec plaisir. Merci Bye, beaucoup. Rina, merci beaucoup. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.